Oui, je vois. Je vais en profiter. Alors, il faut que je vous regarde là-bas. Je vais en profiter pour faire de la pub. Bah oui, tiens, vous êtes là, je vais vous regarder vous. Voilà. Voilà, parce qu'en fait, tout ça, l'idée c'est de faire parler Julien de ce qu'on a mis en place ici sur Nantes, avec Hexafor, mais aussi d'autres instituts où on tisse entre les pratiques narratives, l'hypnose ericksonienne et le MDR. On a plusieurs formations qui permettent de travailler avec des gens qui sont pris dans la dimension traumatique, de façon contextuelle ou de façon chronique. Et voilà. Et donc, on a eu la petite idée de ce moment d'échange, aussi pour vendre des formations que l'on a mis en. Voilà. Il y a une formation qui s'appelle EMDR et techniques associées. Donc, les techniques associées, c'est l'hypnose et c'est les pratiques narratives. C'est une formation qui a lieu sur 10 jours et qui commence en novembre. C'est une formation qui allait très bien, que les gens qui la suivent, ils sont très contents. Il y en a peut-être qui l'ont fait déjà parmi. Oui. Toi, tu l'as fait. Ok. Voilà. Et puis, alors plus récemment, là, on a mis en place un cursus d'hypnose ericksonienne, un technicien en hypnose ericksonienne, dont le but est d'intégrer l'hypnose dans les pratiques narratives. Donc, on s'adresse à différentes personnes, aux personnes qui sont formées aux pratiques narratives et qui ne connaissent pas encore l'hypnose et qui souhaitent aller plus dans la dimension du corps. Hein. C'est-à-dire que le narratif, si on n'y fait pas gaffe, ça peut être quelque chose qui reste assez dans le cognitif, c'est-à-dire qu'on pose des questions, on fait raconter des histoires, mais il y a un moment où, quelque part, il faut arrêter de raconter des histoires et permettre aux gens de descendre dans le corps à partir des histoires qu'ils racontent. Donc l'hypnose, ça va aider à ça. Et donc là, on propose 6 jours d'hypnose, où on va faire un petit comparatif entre l'hypnose, je ne vais pas dire classique, mais l'hypnose ericksonienne classique, où on fait des guidages, on fait des inductions de transe, on fait des approfondissements, on fait des choses comme ça, des choses qui restent quand même un peu directives, à ce qu'on peut faire avec une hypnose conversationnelle qui s'appuie sur les pratiques narratives. En gros, le travail, c'est comment on va se laisser descendre soi-même en tant que thérapeute, comment on va se laisser aller dans son corps, pour amener la personne qu'on accompagne aussi à descendre et puis se mettre dans une expérience de transe à deux qui permet de reprendre confiance dans les relations affectives, dans les relations humaines. C'est beaucoup de ça dont on va parler avec Julien tout à l'heure. Hein. C'est comment dans un cadre thérapeutique, on permet à des gens de reprendre confiance dans la relation alors que c'est leur blessure principale. Alors que c'est leur blessure principale, c'est-à-dire qu'on a affaire à des personnes qui soit ont eu quelque chose un trauma contextuel où il y a encore des tiers sécures qui sont en place, ça c'est dans le cadre des traumas simples, contextuels, soit on a affaire à des gens pour qui tout est traumatique et la relation avec le thérapeute, elle va aussi être traumatique. Donc les intentions du thérapeute vont être interprétées de travers. Elles peuvent être comprises au niveau cognitif, mais elles vont pas être bien comprises au niveau humain, quoi. Donc il y a tout ce travail d'accordage, voilà. Et cette formation d'hypnose, elle va permettre de faire ça, de voir comment on peut descendre dans le corps, en ralentissant le tempo, en étant sensible aux réactions qu'on voit chez les personnes, en montrant à quel point on est touché par ce que les gens racontent. Je pense que pour redonner confiance dans la relation humaine, c'est important que les gens ils aient un exemplaire dans le contexte de la thérapie. Et donc d'oser humainement montrer qu'on est touché, qu'on est ému, que la relation qui est en train de se passer là, elle nous enrichit nous autant qu'elle enrichit la personne qu'on accompagne et qu'on peut développer des trucs créatifs à travers de tout ça. Voilà. En fait, c'est ça qu'on devait dire avec Julien ce soir. Je ne suis pas sûr que ce soit la peine qu'il arrive. On va continuer sans lui.
Est-ce que dans la formation que tu proposes en hypnose érectionnelle, associopratique narrative, il y a quand même cette notion d'entrée en transe Alors oui, j'ai une question de Mélanie qui est dans la salle qui me demande si dans la formation qu'on propose à partir entre mars et mai, je crois, c'est sur 6 jours, tu demandes s'il y a l'idée d'entrer en transe. Oui, s'il y a quand même les bases de l'hypnose ericksonienne. Ouais, il y a les bases de l'hypnose ericksonienne, d'accord. Pour ceux qui ne l'ont pas, toi. Oui, on va même jouer avec les techniques d'induction, enfin quelques techniques d'induction classiques, mais on va pour les expérimenter, et puis aussi pour voir comment on peut s'en passer. Voilà. Non, oui, voir comment on peut s'en passer. Pourquoi ? Parce que pour moi, ça peut... Je dirais qu'il reste dans l'hypnose ericksonienne des travers de l'hypnose classique, à savoir des travers de suggestion. Tu vois ? Même si, avec Erickson, c'est beaucoup plus des évocations qu'autre chose, c'est quand même assez directif, quoi. Même si on rajoute des opérateurs modaux, comme vous pouvez, peut-être, etc. Mais en fait, on suggère. On suggère. Avec toutes les manœuvres qu'on utilise, tous les présupposés qu'on utilise, on suggère des choses. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas faire plus rapide et plus simple ? Tout en partant dans le corps ? Profondément ? Tout en partant dans le corps, ouais. Ok. Ouais. Oui, moi, il y a des trucs que je fais des fois, les gens n'ont pas du tout entendu parler d'hypnose, ils ne savent pas que dans les séances, enfin ils ne savent pas que je fais de l'hypnose ni quoi que ce soit, puis ils me racontent leur vie, puis j'arrive à les amener à parler d'une expérience vivante, de quelque chose où ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe. Et puis là, je dis simplement, on y va. Parce que moi, je suis prêt à y aller. Je me sens prêt à... C'est comme si tu y étais déjà un peu. Comme si j'y suis déjà un peu, tu vois. On laisse monter le truc, là, ça descend dans le corps, on ralentit un peu le tempo, et puis bon, voilà. Si c'est plus pratique pour vous, vous pouvez laisser vos yeux se fermer. Et puis, qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Je pense que les gens qui pratiquent l'hypnose de façon régulière, ils arrivent à des simplifications comme ça assez rapidement. Parce que sinon on s'emmerde. Donc voilà, c'est ça. Je dirais le but du jeu, ça va être d'apprendre vraiment. C'est pour ça que j'ai resserré aussi, je fais 6 jours. Par rapport à une formation classique, c'est beaucoup moins, mais je pense qu'en 6 jours, on a largement le temps d'apprendre à passer d'une conversation narrative à de l'hypnose, à de la transe. Puis à naviguer un peu entre les deux. Et à naviguer un peu entre les deux, ouais. Puis à gérer le silence. À gérer le silence, parce que je pense que en fait, c'est ça qu'on cherche dans la transe hypnotique. C'est être dans cette alliance, cette relation qu'on peut avoir avec des gens qu'on aime. Quand on est à la maison, on ne parle pas tout le temps. J'entends du bruit dans le couloir. Mais oui. Et... Salut Julien. Le voilà. Bonjour. Bonjour. Bah écoute, tu peux venir. J'étais en train de faire la pub pour nos formations. Non, tu veux venir là. Ah, vous voulez le voir quand même. Oui. Voilà. Bonjour Julien. Salut Bertrand. Bah écoute, voilà, on a 4 personnes ici. Bonjour Julien. On en a combien en ligne, Pierre, s'il te plaît ? 23. 23 personnes en ligne. Voilà. Et puis, alors nous, si tu veux, on peut les regarder là, mais on peut aussi regarder les gens parce que la caméra, elle est là-bas, donc ils nous verront plus si on est là-bas. Bon, alors moi, j'ai fait mon petit journaliste. Vas-y. Alors, je me suis dit, moi, j'aurais rêvé d'être chez Pivot. Voilà. Comme auteur, mais bon, voilà, c'est trop tard. Donc là, je vais faire Pivot comme journaliste. Donc Julien, tu es psychiatre des hôpitaux. C'est exact. Et pendant ta carrière, tu t'es occupé pas mal de psychotiques. Alors, j'ai commencé ma carrière en m'occupant de psychotiques, de personnes étiquetées, on va dire, psychotiques. Ouais. Je me suis occupé aussi au départ de gens qui avaient des gros problèmes d'alcool. Ensuite, j'ai travaillé en milieu pénitentiaire, donc je me suis occupé de gens qui étaient considérés comme agressifs, faisant des passages à l'acte, ce qu'on appelle la psychopathie, on pourrait dire, la perversion,
qui est une clinique qui n'existe qui peu à l'hôpital, puisque les gens sont vite renvoyés dehors, puisqu'ils ne respectent aucune règle, ou pas en tout cas des règles telles qu'elles sont fixées. Je me suis occupé aussi de toxicomanes, je me suis occupé un peu de toute la psychopathologie, des états dépressifs évidemment importants. Et puis aussi, je me suis occupé pendant toute cette période-là aussi de troubles alimentaires. J'ai travaillé avec des familles, comme on dit, à transaction anorexique. Puis de pédopsychiatrie aussi, puisque au début j'ai fait beaucoup de pédopsychiatrie. J'ai continué tout le temps à maintenir un lien, au moins une demi-journée par semaine en pédopsie pendant des années et des années. Ouais. Voilà. Est-ce que vous entendez bien? Faites-moi oui avec la tête. Oui, c'est bon, super. Voilà. Et tu m'as aussi raconté que quand tu as commencé dans la psychiatrie, c'était dans un univers assez, déprimant. Oui. Influencé beaucoup par des idées... Alors, le départ de la psychiatrie qui a été difficile, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on avait le choix entre un courant qui était un courant où le thérapeute ne disait rien, il restait relativement silencieux, avait peu d'affect, on n'avait pas la capacité un peu d'exprimer ce qu'on sentait. Moi, j'ai toujours un souvenir. Je vois une personne donc, qui présente des troubles schizophréniques, qui n'était pas venu à une consultation, et il me dit, au cours de la consultation, j'ai pas réussi avec mon billet de prendre le bus. Il y avait un distributeur de billets qui avait changé. Et je me suis proposé de lui expliquer comment c'était, pour qu'il puisse effectivement, de manière tout à fait pratique, venir à la consultation. Et là, je me suis dit, mais ça, si j'en parle à mes collègues en séance, collective, où on reparle de nos pratiques, je me fais laminer. C'est-à-dire que je suis intervenu un peu comme si j'étais rentré dans un comportement, entre guillemets, de maltraitance. Il y avait une confusion entre une relation de coopération avec quelque chose de pratique et puis une relation qui serait une relation maltraitante qui ne respecterait pas l'autre. Donc ça, pour moi, ça a été des déclics. J'en ai eu d'autres aussi. Un déclic par rapport à ces courants de pensée, là. On est dans une réunion avec, ça c'est en milieu hospitalier, on est dans une réunion avec l'ensemble donc ça part d'une bonne idée, tout le monde puisse s'exprimer, et il y a un patient qui est là et qui dit ça va pas, les toilettes sont sales, il n'y a pas de papier hygiénique, il se plaint, et au lieu de l'écouter, vérifier déjà si c'était le cas, on commence... Des collègues étaient tout de suite dans l'interprétation, qu'est-ce que ça veut pouvoir dire qu'ils parlent des toilettes, etc. Est-ce qu'ils pensent qu'on le prend pour une merde? Est-ce que c'est ça qui veut... D'abord, le premier truc, c'est qu'on respecte les gens avant d'entrer dans la surinterprétation, puis on va vérifier si les gens sont dans des conditions d'hospitalisation correctes et respectueuses. Voilà. Il y avait deux univers. Alors ça, c'était le premier courant. Et le deuxième courant, c'était un courant qui était purement, je dirais, comportementaliste et médicamenteux. Alors, j'ai rien contre un médicament, j'ai rien contre un travail aussi au niveau du comportement, mais tout, c'est le côté réducteur. C'était des recettes toutes faites. Et ces deux courants, je ne me ressentais ni dans l'un ni dans l'autre. Et tu m'as raconté que l'espoir est arrivé quand tu as vu des démonstrations d'hypnose. Quand tu as rencontré Paul Václavic. C'est ça. Et quand aussi, grâce à François Roustan, qui t'a initié à l'hypnose. Alors non, celui qui m'a initié, la première personne que j'ai vu faire une séance d'hypnose et avec qui je suis redevable, puisqu'il m'a ouvert une perspective incroyable, c'est Gérard Osterman. Donc Gérard Osterman, à l'époque, était cardiologue. Il a beaucoup d'étiquettes dans sa vie. Il est spécialiste de médecine interne, donc il est spécialiste de cardiologie aussi. Et il s'est formé à l'hypnose pour travailler sur les problèmes d'hypertension artérielle. Et il travaille aussi sur la douleur avec ça. Et au cours des études, on s'est dit, on a entendu parler de ça, on s'est dit ce serait intéressant d'organiser une journée avec Gérard Osterman pour qu'il nous montre comment l'hypnose peut avoir un effet sur la douleur quand tu vois les conséquences négatives de la douleur sur la vie des personnes. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On voit... donc, il prend un de mes collègues, qui s'appelle Jean-Claude, qui ensuite a été même
psychiatre à Nantes, qui est venu sur Nantes, et il fait une anesthésie de la main. Donc moi je suis au premier rang, avec une aiguille, je traverse la main de Jean-Claude, il ne sent rien du tout. Et je me dis, mais il y a un truc, entre guillemets, magique, et je dis, simplement par la parole, arriver à créer une anesthésie, quand on voit les effets de la douleur sur la vie des gens, mais c'est complètement idiot de ne pas faire ce type de formation. Voilà, donc ça c'est mon premier contact, et mon deuxième contact, ça a été à la fin de mes études. Il y a j'étais à Reims à l'époque, et Paul Vaslavic est venu, et j'étais en stage dans le service universitaire, et Paul Vaslavic a été invité par, à l'époque, ce qui s'appelait le professeur Pascalis, qui était lui le patron de la psy, et qui a invité Paul Vaslavic à venir passer une journée avec les équipes de soins et avec les médecins du service et les psychos. Et suite à ça, j'ai lu, pour préparer cette journée, donc j'ai lu le travail de Vaslavic, et j'ai vu qu'il parlait tout le temps d'Erikson. Et je me suis dit, Eureka, donc il y avait à la fois cette dimension stratégique et cette dimension de l'hypnose. Et je me suis dit, Eureka, j'ai trouvé, il y a l'hypnose, mais c'est une hypnose via Erikson qu'on peut utiliser dans le cadre de la thérapie et pas simplement dans le cadre d'une douleur chronique, d'une douleur même aiguë. Oui. Mais là, on peut travailler sur la douleur chronique, mais aussi sur toute la psychopathologie, parce qu'il y avait plein de cas cliniques, l'inventivité d'Erikson. Je me suis dit, c'est ça, voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de formation ericksonienne en France, ça n'existait pas. Et ensuite, l'événement important, ça a été en 83, la traduction du livre Un thérapeute hors du commun de Djelé. Qui, là, j'ai lu ça, j'ai dévoré le livre et je me suis dit, c'est ça que je veux faire quand je serai grand. C'est ça, quand je serai grand, c'est ce que je ferai. Mais à l'époque, on ne pouvait pas le faire. On ne pouvait pas le faire. Et donc, j'ai été formé par tous les autres courants et je me suis intéressé puisqu'il n'y avait que ça. Donc, j'ai commencé à faire des séminaires, à des entretiens pour essayer de comprendre ce qui était utilisable et ce qui pouvait être en lien avec justement le travail de Erikson et de Vaslavic. Voilà. Et ensuite, il y a eu les premières formations. À l'EMDR, non? Non, bien après. L'EMDR, c'est après les premières formations en France. Ça a été... parce que j'ai beaucoup de questions. Bon, on va aller plus vite. Et donc, je me suis formé à l'hypnose chez Jean Godin entre les années 86 et 89, on va dire. Et c'est lui qui a introduit l'hypnose ericksonienne en France. Et puis, ça a été la capacité de... Ensuite, j'ai eu la chance, quand j'ai vu Jean Godin, je lui ai dit, avec qui en plus, parce qu'il faisait venir beaucoup de gens qui faisaient de l'hypnose, donc j'ai vu beaucoup d'Américains qui étaient des élèves d'Erickson ou des collègues d'Erickson, avec qui j'ai fait des ateliers, et ensuite, il m'a proposé, il m'a dit, non, tu devrais... Un type intéressant, quand je me suis dit à mes questions, c'est Steve de Chaser. Steve de Chaser, en 90, a été invité à Charenton, et j'ai reçu par Maxime Cabier l'information et j'ai fait cette formation, la première formation que j'ai faite avec De Chaser en 90, où je dois dire, je n'ai rien compris. Malgré une formation en hypnose, je vois De Chaser qui parlait très peu et qui dit, il n'y a aucun lien entre les problèmes et les solutions. Et alors là, je me suis dit, il y a un truc que je n'ai pas saisi. Je me dis, des fois, il n'y a pas de lien, mais souvent, quand même, il peut y avoir un lien. Et il dit, il n'y a aucun lien entre les solutions et les problèmes. Et pour moi, ça a été un choc, mais en même temps, si on réfléchit, ce qu'on a vécu, c'est des histoires, ce qu'ont vécu les gens, c'est des histoires traumatiques, des histoires de survie, des histoires pénibles, etc. Et donc la thérapie, c'est quoi? C'est pas de se connecter à ce monde de la survie, c'est de se connecter à le monde de la vie qui n'est pas présent. Et une fois que les gens sont dans la vie, ensuite, ils peuvent métaboliser le négatif qu'ils ont reçu. Donc le centre de la thérapie, c'est de reconnecter les gens avec la vie. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Mais j'ai mis du temps à le comprendre. Parce que j'étais quand même pris encore dans ce monde, malgré que je parlais de ressources et tutti quanti. Ça m'a fait la même chose quand j'ai découvert l'approche centrée solution. J'ai rien compris. Je faisais des exercices et les collègues autour de moi me disaient, t'as pas compris et tout. Et c'est vrai que j'avais pas compris. C'est pas si évident que ça, parce que c'est un changement global. Au niveau épistémologique. Alors moi je me venge maintenant parce que je fais vivre l'expérience aux stagiaires, dans l'embarras avec cette histoire de solution, c'est très chouette. Et puis alors tu as été dans les premiers aussi à faire une formation à l'EMDR suite aux attentats de Paris en 1995. Voilà, alors en vrai il y a eu un premier, non c'était les attentats qui avaient eu lieu sur la ligne TGV
Non, c'était Paris-Lyon, je crois que c'était Calcal, D'accord. et qui avait mis une bombe dans la... C'est le premier attentat, et suite à ça, donc c'était bien avant, suite à ça, a été organisé dans les CHU, dans les différents CHU en France, on pourrait dire des supports de prise en charge en cas d'attentat. Et je me suis inscrit pour être membre dans ces équipes-là. Et tous les membres de ces équipes ont été invités à faire une formation sur le traumatisme et la prise en charge du traumatisme. C'est un diplôme franco-américain avec des Américains et des Français. Donc j'ai fait ce beau diplôme, comme on dit, dans lequel il y avait le professeur Croc, qui ensuite qui est une des références françaises sur le trauma, qui est un militaire. Et puis il y a un professeur de pédopsychiatrie d'Hawaï qui nous raconte l'histoire et qui nous dit, mais il y a eu un ouragan terrible sur Hawaï, beaucoup d'enfants sont morts, etc. C'était un truc terrible. Et il nous dit, le truc le plus efficace par rapport à ça, c'est le MDR, qui n'existait pas en France, je n'avais jamais entendu parler. Et il y a une des personnes qui était là, qui a entendu, qui participait à ce diplôme, qui ensuite, l'année suivante, a organisé une formation de MDR en France. Et c'est celle-ci où je me suis inscrit. Donc j'ai fait la première, mais je n'étais pas seul. Sur Nantes, il y avait Alain Vallée, Éric Bardot, Wilfried Martineau. Et Éric Bardot est devenu après facilitateur national, le premier facilitateur national de MDR. Et puis ensuite, on a réfléchi et on s'est dit, dans le modèle EMDR, il est trop technique, il y a des choses qui ne sont pas pensées et il faut le faire évoluer. Et c'est comme ça que le MDR a évolué, et en s'intégrant avec l'approche centrée solution et l'approche narrative, qui me paraît centrale pour pouvoir travailler. Que tu as découvert entre 2004 et 2006. Alors j'ai découvert pour la première fois l'approche narrative dans un livre qui s'appelle Panorama des thérapies familiales d'El Kaïm, qui est maintenant livre de poche. Et je faisais de la thérapie familiale, donc c'était une des pointures en thérapie familiale, El Kaïm. Et à la fin du bouquin, il y a marqué les approches postmodernes, et dans lequel il y a le stratégique, le centré solution, et il y avait le narratif. Je lis le texte sur le narratif, et on se dit, pas moi, on était plusieurs, on s'est dit, mais c'est ça qui manque à l'approche centrée solution et l'approche stratégique. C'est à la fois cette dimension contextuelle et la dimension des valeurs, du sens. Pas l'action simplement, mais le sens de l'action. On s'est dit, ça c'est quelque chose qui manque. Et je me suis dit, voilà, donc on en a parlé autour de nous, pas que moi, mais j'en ai parlé autour de nous, parce que l'Australie c'est loin. Et résultat des courses, quelques temps plus tard, j'étais en train de faire un cours d'hypnose à la Salpêtrière. Et quand je faisais le cours à la Salpêtrière, je présentais les approches de thérapie brève, et Satas venait régulièrement. Et on avait traduit, enfin un des membres du groupe de traduction de Satas avait traduit ce moyen narratif, le service de la thérapie. Donc je vais le voir et je lui demande, est-ce que le livre de White se vend bien? Et il me dit, ça se vend très mal. Alors... J'ai une question. Vas-y. Après ou maintenant? Bon, allez, vas-y, t'as commencé. Nathalie Feuillet qui demande si l'EMDR est réservé aux psychos, si c'est le cas pour vous, car elle est thérapeute familiale systémique. Non, alors au début, le MDR était réservé qu'aux psychologues et aux psychiatres. Même les médecins généralistes, au début, ne pouvaient pas se former à l'EMDR. Maintenant, c'est le cas, ils se forment à l'EMDR. Et puis maintenant, le MDR n'est pas une chasse gardée en termes de nom. C'est-à-dire, initialement, le MDR, c'est aux États-Unis, c'est comme la voiture, une voiture, c'est une Renault, une Mercedes, un machin. Il y a un nom de marque. Ça n'existe pas en France. En France, il n'y a pas de marque d'une thérapie. Donc c'est une indication, mais ce n'est pas une marque. Donc tout le monde peut faire de l'EMDR. Même si l'EMDR, qu'est-ce que c'est au départ? Chez Shapiro, c'est une expérience humaine qu'elle a faite elle-même, associée à des concepts qui viennent de l'approche cognitive et comportementale, et qui viennent aussi de l'approche de l'hypnose et de la systémique. Donc en vrai, elle a une expérience personnelle, elle a eu l'idée de mélanger, on pourrait dire, une dimension cognitive avec une dimension d'hypnose, parce que les mouvements alternatifs, c'est comme le pendule du 19e siècle.
On est dans le même monde. Mais la différence fondamentale, c'est ça aussi, l'inconvénient de cette dimension cognitive et comportementale, c'est que ce qui n'a pas été pensé, c'est la relation avec la personne. C'est-à-dire, si je bouge la main, c'est ma main qui bouge, c'est pas moi, comme je pourrais remplacer ça par un bout de bois, par exemple. Vous voyez, je suis extérieur à la scène. En vrai, ma main ne peut bouger que si le contact que j'ai avec la personne, j'ai construit une relation avec la personne. Et ma main c'est comme si la relation que j'avais avec la personne se met en mouvement. Donc il y a une dimension qui n'a pas du tout été pensée chez Shapiro, qui a maintenu le MDR dans un aspect purement technique, comme si je désensibilisais non pas des émotions, mais des émotions dans leur versant simplement sensorielle, sans qu'il y ait de sens à cette sensorialité. Pour répondre plus précisément en tant que responsable pédagogique de la formation, on accueille toutes les personnes qui ont une bonne relation avec nous. C'est ça le critère. Dans le critère, c'est qu'on accueille des gens qui sont déjà en marche, qui ont déjà fait des formations, qui sont déjà installés comme psychothérapeutes et qui ont d'autres outils dans leur sac pour réserver le MDR au cas où c'est vraiment indispensable de le faire. C'est-à-dire quelqu'un qui fait de la thérapie familiale, faire une formation en MDR qui va intégrer justement toutes les approches de la thérapie familiale, c'est un plus énorme. Quand il y a une montée de l'émotion, pour essayer à réguler le monde émotionnel et à apaiser la personne. Mais évidemment, ça va être d'autant plus apaisant que le questionnement qu'on va faire est un questionnement qui va permettre à la personne de se reconnecter à une histoire alternative. Sinon, la sensorialité, lorsqu'elle est interprétée du côté de l'histoire alternative, la désensibilisation se fait très très facilement. Quand ça bloque, c'est quand justement la personne est toujours prisonnière d'une histoire dominante, traumatique, et dans laquelle on fait des mouvements alternatifs sur les ressentis sensoriels, mais dans lesquels il n'y a pas d'autres. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais pour moi... Je vais continuer à te poser des questions. Oui, ça va bien. n'hésite pas. Bon, je veux dire, pour ta présentation, c'est bon. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Vas-y. Enfin, si, c'est peut-être ta rencontre avec Michael White. Alors, Michael White, donc je vois j'ai noté l'histoire du livre et je dis... donc le responsable de SATAS me dit... non, mais je dis, il viendrait... C'est parce que Michael White ne vient jamais en Europe que... le livre ne se vend pas. Il me dit, mais il vient dans 3 mois chez Media Coaching. Donc, c'est une entreprise de coaching qui a été montée par Nicolas Debert et Isabelle Laplanche. Et je me dis, mais il faut que j'y aille. J'y vais. Donc, je rentre chez moi, pom, j'appelle. Et je dis bonjour. Et là, je vois quelqu'un de très réticent au départ. Ah oui. Il me dit, qu'est-ce que vous faites ? Alors je dis, je suis psychiatre, je pensais que ça allait m'ouvrir les portes, c'est de la thérapie. Et là, je sens que c'est l'effet inverse. Et il me dit, oui, je vois, est-ce que vous connaissez les cartes ? Alors moi, je connaissais la carte d'externalisation, mais les autres cartes, remembering et toutes les cartes témoins externes, tout ça, n'étaient pas traduites, je ne peux pas les connaître. Il me dit, est-ce que vous connaissez les cartes ? Et alors, à un moment donné, je me rappelle, je sens qu'il est un peu froid, mais je rappelle, je re-rappelle, je ne laisse pas tomber, je rappelle, je crois que je ne sais plus combien d'appels, je lui dis, je suis prêt à venir à pied à Paris, j'habite Nantes, c'est tellement important, c'est un type tellement génial que je suis prêt à venir. Il me dit, bon, ben d'accord. Je te dis, j'ai mis la dose. Alors, pour répondre à la question de tout à l'heure, à Exafor, on accueille les psychiatres sans problème. Voilà. Les psychologues, tout le monde. On est pas... Ok, voilà, et donc le jour où j'arrive à la formation, il y avait une collègue qui s'occupe des objets à Paris qui était là, et je lui dis bonjour. Elle me dit, ah, tu la connais, c'est Jen Turner. Et puis je dis, oui, je la connais. Ah, t'aurais dû me le dire. T'aurais été accepté plus rapidement. Oui. Voilà, donc tu vois, c'est l'idée, c'est toujours... Mais le bon côté, c'est que Nicolas voulait vraiment faire une bonne formation. Tu vois, il voulait que dans l'équipe qui était là, de la cohésion entre les gens, c'était ça. Il avait une vision du psychiatre qui allait faire des interprétations à 100 balles et qui n'allait pas se mêler comme ça au niveau relationnel avec les autres et qui venait pour lui, pas pour l'ensemble de... Donc là, on arrive là avec tout le décor. Donc il y a de l'hypnose, il y a le MDR, il y a les pratiques narratives. Voilà, donc là, alors moi j'ai été formé d'abord à l'hypnose. Ensuite, j'ai été formé à l'approche centrée solution et à l'approche, à partir de 90, à l'approche stratégique.
J'ai fait 3 ans de formation d'éthique de thérapie stratégique avec l'Institut Grégory Bateson en Belgique, avec Witzel et Teresa Garcia qui aujourd'hui nous a quittés. Donc Jean-Jacques Witzel, moi ça m'a vraiment donné une cohérence, la notion de thérapie stratégique, et ça m'a permis de mieux comprendre même la dimension d'orienter solution, parce que les deux sont deux aspects de la même... Voilà. Et puis ensuite, il manquait quelque chose pour moi, qui est cette dimension de l'intentionnalité des valeurs, et qui sont beaucoup plus importantes dans l'approche stratégique, et qu'on est vraiment sur l'action. Dans l'approche centrée solution, on est vraiment sur l'action, mais on est peu sur les effets relationnels de l'action. Ça y est, mais c'est mis sur le côté. Voilà. Et ce que m'a amené le narratif, c'est toute cette interrogation sur la dimension intentionnelle et la dimension relationnelle qu'il y a dans l'hypnose, puisque l'hypnose, c'est une relation vivante. Et si on est vivant, c'est parce pendant la séance d'hypnose, c'est que le thérapeute, avec le sujet, crée une relation vivante dans laquelle tout ce que fait le sujet est bon, dans laquelle ses intentions sont perçues, même quand il y a de la résistance. Et là, tout d'un coup, c'était la thérapie, entre guillemets, brève, qui manquait à ce modèle de thérapie brève, et qui est pour moi, tout ça, c'est le même cadre. C'est l'approche, pour moi, l'approche narrative englobe la totalité des approches. D'accord. Pour revenir au sujet de cette soirée-là, dans ton article de mai, dans Hypnose et thérapie brève, tu mets en avant l'idée que dans le trauma, ce qui est détruit, c'est la relation. Oui, alors c'est les valeurs. C'est ça qui est détruit par la base. C'est-à-dire que quand tu es agressé, tu as été une jeune fille qui va être agressée, aujourd'hui on en parle beaucoup, jusque-là elle croit à l'amour. Après l'agression, elle n'y croit plus, ça n'existe plus. Tu vois. Donc c'est pas simplement quelqu'un qui t'attaque, mais c'est le sens de cette attaque, c'est la destruction de tes valeurs les plus précieuses. Ça n'existe plus. Si on te dit demain ça ira mieux, etc., tu ne peux pas le croire. Tu vois, ça n'existe plus. Et tout le travail en thérapie, justement, c'est de pouvoir rendre possible, dans un premier temps, la confiance dans le lien humain. T'enregistres pas, au fait, Pierre? Si. Pardon. La confiance dans le lien humain, qu'il faut remettre en place, et puis surtout, à partir de la confiance dans le lien humain, passer de ce lien humain quand on recommence à avoir confiance avec le monde des valeurs, parce que pour moi, le monde des valeurs, c'est la forme que prennent les relations vivantes. Toutes les valeurs, c'est la forme des relations vivantes, pour que les valeurs soient incarnées. Sinon, les valeurs, c'est un discours sur les valeurs. Et tous les gens qui sont à côté de la personne traumatisée disent « mais si, tu vas voir, ça va revenir, etc. » C'est un discours sur les valeurs, c'est de la représentation, c'est pas de l'expérience vécue de l'intérieur. Ce n'est vécu de l'intérieur que si ça peut être vécu à l'intérieur d'une relation. Et ce qui m'a marqué dans ton article, c'est comment la pensée traumatique, et ce que tu appelles la pensée parta, c'est ça. Peut-être définir un peu pour... Ça influence la relation thérapeutique, ce qui fait que la personne, en gros, est prise dans ce monde de l'abandon, donc elle ne peut pas être soutenue par le thérapeute. Quoi. Et il faut réussir à... Et le soutien du thérapeute est perçu par le sujet, il se rapporte comme une relation de maltraitance, avec une relation qui va nier sa propre liberté, ce qui reste de sa liberté dans sa manière de survivre. Même ça, c'est perçu comme du côté de la maltraitance. Et donc la personne évite. Tu vois, elle évite la relation, ce qu'on appelle les tentatives de solution de base, ou essaie de contrôler sa relation avec le thérapeute, de contrôler la thérapie. Tu veux aller dans un sens et finalement tu te rends compte qu'il y a un autre sens qui revient. Et pour moi, ça c'est vraiment un point qui est vraiment central. Donc il y a ces deux niveaux. Il y a à la fois ce qu'on appelle dans un trauma le stress post-traumatique, c'est-à-dire des faits qui se passent, avec un effroi, la peur de mourir, etc. Une sidération, une dissociation suite à ça. Donc ça, c'est la scène sur laquelle va avoir lieu le trauma. Mais ensuite, c'est parce que tes tiers sécures défaillent, que personne ensuite ne reste en relation avec toi et ne peut retravailler ce trauma du côté de la résistance et de l'intention de la personne qui a résisté, et qu'au contraire, il parle à partir des effets du trauma sur eux en disant « bah oui, c'est comme ça peut pas être autrement, il faut faire avec ». Au contraire, qu'est-ce que tu faisais là, tu n'aurais pas dû aller là. Tout un tas d'interprétations qui enferment la personne dans le monde traumatique et qui l'éloignent des valeurs. Des valeurs incarnées et vivantes.
Voilà, c'est ça que j'ai essayé de dire. Alors tu parlais de la pensée par tas, parce que la personne est renvoyée dans un monde où elle est seule au monde. Et quand tu es seul au monde, quand la relation n'est pas construite, ta pensée en termes cognitifs est une pensée par tas, comme les petits-enfants qui font des tas avec leurs jouets, etc. Et c'est tourné, c'est à mes jouets à moi, c'est tourné sur soi. C'est-à-dire que l'autre vient toujours comme quelqu'un qui te maltraite. Évidemment, tout le travail qui est permis par le narratif, c'est dans les conversations, c'est de passer de cette pensée par tas à une pensée par complexe, et ensuite une pensée par concept. Si on ne peut pas faire ça, alors tout à l'heure je parlais du stress post-traumatique, mais quand les tiers sécures défaillent, on a ce qu'on appelait à l'époque des réorganisations traumato-névrotiques de la personnalité, ou les traumas de type 2, etc. Et là, si on n'est pas en capacité de faire cet échafaudage, et on fait simplement une désensibilisation mécanique, ça ne marche pas du tout. La désensibilisation mécanique, ça marche chez des gens qui ont déjà des tiers sécures. Ils sont en capacité, ils ont une capacité de se mettre à distance du trauma, même si à certains moments, suite à certaines stimulations sensorielles, le trauma se réinvite dans la vie du sujet. Mais à ce moment, il n'est pas avalé par le truc. Toi, il peut s'en dissocier et revenir dans... Voilà. Ce qui m'a marqué aussi en lisant ton article, c'est à quel point, je dirais, les gens peuvent ne pas percevoir les intentions du thérapeute et aussi être pris par des interventions un peu solutionnistes du style et la dernière fois que vous avez fait confiance à quelqu'un, c'était quand, que ça pourrait être quelque chose de culpabilisant pour les gens. Parce que quelque part, ils y verraient une injonction de faire confiance, alors qu'ils ne sont pas prêts. Ouais. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, ça crée évidemment de la culpabilité, mais comme c'est une culpabilité dans laquelle la relation n'est pas encore présente, cette culpabilité ne peut pas être le point de départ d'une autre histoire. Hein, c'est toujours, pour moi, le point important, si on reprend la notion de culpabilité. Dans la culpabilité, il y a un côté négatif, qui est la culpabilité du côté de l'histoire dominante. C'est-à-dire que l'autre te dit, fais ci, fais ça, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. La personne se sent coupable, et elle se sent abandonnée, donc elle va lutter contre parce que c'est l'enfance, elle rentre dans la culpabilité de la culpabilité. Tant qu'on est là, la culpabilité, on ne peut pas percevoir l'absent implicite qui est derrière, qui est la confiance, mettons. La personne fait confiance à la liberté du sujet et valide, même quand l'action est négative, une intention positive. Et ça, ce n'est possible qu'à partir du moment où, à partir de la création thérapeutique, c'est pour ça que le lien avec le thérapeute est fondamental, à partir de ce lien-là, que commence à se développer un espace dans lequel on va construire une histoire alternative, dans lequel les intentions, les partages intentionnels vont être là, et que lorsque le partage intentionnel va être là, c'est à ce moment-là qu'on peut faire une lecture de l'absent implicite, dans lequel, derrière l'intention, il y a des valeurs. Et derrière la résistance, il y a une intention qui a un rapport avec des valeurs, donc qui permet de réinterpréter la culpabilité du côté de la résistance et non pas du côté de la culpabilité. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment... Mais ça, c'est un truc qui se fait progressivement, et ça, c'est le génie de White, pour moi, d'avoir ouvert cet espace qui est absolument génial et qui correspond pour moi au type de travail sur lequel Erikson travaillait avec ce qu'il appelait l'hypnose profonde. C'est vraiment ça. Et est-ce que tu peux nous donner quelques pistes pour les gens qui sont là aussi, pour savoir, quand je suis avec un client en thérapie qui est pris dans du trauma chronique, en gros, où toute la vie est perçue comme traumatique, comment je fais en tant que thérapeute pour essayer de reconstruire une relation de confiance. Comment je reconstruis une relation? Comment j'utilise l'hypnose pour faire ça? Comment j'utilise les pratiques narratives? Et à quel moment je fais du MDR, quoi. Je veux tout savoir. Alors, ma lecture, dès le début, quand j'ai lu le travail de White, je l'ai lu à partir du modèle évolué de l'EMDR qu'a élaboré Éric Bardot, qui est la notion d'HTCMA. Donc c'est à partir de l'HTCMA que j'ai tout de suite vu ce qu'était le narratif. Parce que si tu rentres dans le narratif et tu n'as pas cette expérience d'une hypnose dynamique qui a du sens et qui est basée sur la relation, qu'est-ce qui va se passer? Tu risques de rentrer dans une vision du narratif et tu vas raconter des belles histoires. Tu vas raconter des trucs sympas, et puis c'est le chou-fleur qui monte, et puis après, dès que la personne est reconfrontée à des trucs, tout va s'écrouler. Dès que des actions négatives vont arriver, tout va s'écrouler.
Donc, ce qu'a développé Eric au tout début dans l'hypnose, dans l'HTCMA, c'est de reprendre le travail en hypnose à l'intérieur de l'EMDR. C'est-à-dire que quand je suis en hypnose, je ne parle pas à la personne en face, je suis avec la personne et il y a la scène sur laquelle on travaille. Comme quand tu travailles sur les traumas en hypnose, tu es à côté de la personne et devant tu as un écran. Et ça, cette triangulation est quelque chose de central. Il a mis le doigt dessus au début par rapport à l'EMDR, c'est que si l'EMDR niait la dimension, l'EMDR ancienne mesure, hein, puisque maintenant elle a évolué, elle était trop technique, on était dans une position d'expert qui regardait la personne. Or, en vrai, on est avec la personne par rapport à une histoire. Et ça, c'est ça qui est au centre de l'hypnose. C'est comme on est avec quelqu'un et l'histoire traumatique, elle est là. Et c'est cette triangulation qui va permettre d'amener la personne à percevoir qu'on est avec elle. Et là, il y a le monde traumatique, il y a le monde du vide, il y a le monde, etc. Et ce monde-là, on ne peut le traverser que si on est accompagné par quelqu'un. Tout seul, on ne peut pas traverser le monde du vide. C'est impossible. C'est impossible, psychiquement, c'est impossible. C'est un effondrement. Les gens vont s'effondrer si on n'a pas quelqu'un qui peut nous accompagner pour traverser ce monde. Et les gens qui sont coincés dedans, c'est les gens qui n'ont pas eu la chance de faire une expérience, d'être accompagnés dans cette... Et le drame, juste pour finir, que si on ne connaît pas le narratif, qui est en lien évidemment avec ça tout de suite, c'est-à-dire qu'on va commencer par construire cette relation de sécurité, et cette relation de sécurité va passer par le fait qu'on va valider tout ce qui vient dans la relation, et qu'on va poser beaucoup de questions sur la liberté du sujet, sur son autonomie, sur ses choix. Si la personne a peur, elle résiste, on perçoit tout de suite les intentions positives et relationnelles de cette résistance. C'est tout ça qui nous permet d'être avec la personne et d'ouvrir un espace dans lequel la relation humaine est possible. C'est une relation dans laquelle tu es en même temps en relation avec l'autre et en même temps tu es en relation avec toi-même. C'est ce que tu dis quand tu expliques qu'en fait, il faut se comporter comme un être humain, quoi. C'est simplement. Se présenter comme ça et non pas comme un technicien. Voilà. Et donc, il faut s'autoriser à être touché par l'histoire des gens. Si tu n'es pas touché par l'histoire, tu n'es pas avec eux. Ils sont tous seuls dans le vide. Mais le fait qu'ils soient dans le vide, il faut que ça nous touche. Parce que pour moi, la condition humaine, parce que je parle beaucoup de maltraitance et d'abandon, en vrai, qui est le monde abandonné, qui est le monde de la dissociation. Et la maltraitance, c'est les relations dans ce monde-là, qui est le monde de l'abandon, qui est le monde du vide, dans lequel on est seul. On a de valeur pour personne, c'est ça l'histoire de la valeur qui est plus là. Si on a de la valeur pour personne, on est dans ce monde qui est complètement vide. Si on est dans ce monde-là, comment fait-on pour en sortir ? Et on ne peut pas en sortir tout seul, c'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que ça veut dire qu'avant, peut-être de partir dans des trucs un peu solutionnistes, tu vois, c'est-à-dire de travailler sur les ressources, rechercher les exceptions, les objectifs, est-ce qu'il ne faut pas se mettre mal avant avec la personne, quoi ? Enfin, quand je dis se mettre mal, c'est-à-dire partir dans la dimension traumatique. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut que cette dimension-là nous touche. Il faut puisque la condition humaine, si tu veux, pour moi, la condition humaine, c'est à un moment donné de traverser les mondes traumatiques, c'est-à-dire de traverser ce moment du vide, du rejet, de la trahison, ces moments où on est maltraité, on ne tient pas compte de nous. Ça, c'est la condition humaine pour tout être humain. Ça n'existe pas. Et la pathologie, c'est quand tu es bloqué là-dedans. Tu n'arrives pas à traverser. Je parlais avant que tu arrives d'une formation là, que j'ai imaginée, là, où on va parler d'hypnose. Et j'ai un petit peu observé ce que je faisais au niveau pratique. Et je pense que la première induction de transe que je vais faire, moi, c'est vraiment d'écouter la personne qui me raconte les catastrophes qu'elle traverse et de rentrer dedans. Et que ça te touche. Il faut de rentrer dedans et de me laisser envahir sans avoir espoir de changer quoi que ce soit, sans avoir encore reçu de mandat, sans penser que la vie pourrait être différente, mais simplement se dire terrible. Je peux écouter cette histoire, c'est terrible. C'est atroce. C'est atroce, et simplement, et voilà. Et je commence à digérer l'histoire dans mon corps, parce que moi j'ai des ressources, etc. Et que après je vais amener la personne après on va traverser ensemble. Et c'est parce qu'elle perçoit que tu accueilles que tu as un processus d'accordage qui se met en place. Voilà. Si elle ne perçoit pas que tu accueilles cette histoire, le corps de l'autre ne perçoit pas le processus d'accordage au niveau du corps. Tandis que là, l'autre sent que l'histoire elle a touché ton corps et que donc tu étais dans une écoute inconditionnelle. Voilà. Et c'est ça qui fait l'accordage. Et quand je parlais tout à l'heure, avant que tu arrives, de faire de l'hypnose sans faire de suggestion, sans faire d'induction formelle, tu vois, je pense que je parlais de ça. C'est-à-dire le fait que moi, je me laisse embarquer dans l'histoire de la personne
et que c'est comme ça qu'on rentre tous les deux dans une danse, dans une transe hypnotique, qu'on est ensemble dans nos corps. Partagé. Voilà. Parce que quand il y a l'accordage, la personne qui est avec toi, elle perçoit que tu es dans l'accordage, et c'est parce que tu es dans l'accordage qu'elle va percevoir quand tu vas poser des questions que ton intention est une intention relationnelle. Et c'est là qu'elle va pouvoir partager une intention relationnelle avec toi. Et c'est à partir de là que la vie revient. Le travail sur les valeurs après va se mettre en place. Ok. C'est très clair ce que tu dis. C'est exactement ça. Ouais. Donc c'est tout ce processus de résonance qui est majeur. C'est ça qui fait. Et c'est ça qui fait. C'est un vrai travail, et à la limite, il y a toute une partie de la formation, il faudrait beaucoup insister sur cette partie-là. Et tu es d'accord qu'on laisse tomber les 5, 4, 3, 2, 1 et ce genre de trucs? Non, mais le 5, 4, 3, 2, 1, c'est autre chose. Le 5, 4, 3, 2, 1, c'est utile pour, en tout cas dans l'hypnose médicale, c'est très utile. C'est utile pour faire de l'hypnose, pour faire de l'analgésie. Des choses comme ça. Pour faire du médical, quoi. Pour faire du médical, dans l'hypnose médicale, c'est le thérapeutique. Voilà. Dans le thérapeutique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tu insistes aussi sur une forme particulière de reformulation. Voilà, je vois, ça fait un peu quelques temps que je t'entends parler de ça, où tu parles de faire une reformulation à la forme, contrairement à la forme classique, qui est une forme indirecte, c'est-à-dire on va dire à la personne, vous me dites que vous n'avez plus confiance. Ouais. Ça, c'est ce qui serait une forme indirecte. Hein. Ouais. C'est la pratique, on prend les mots de la personne, on structure la reformulation avec la conjonction. Là, d'accord. Et tu proposes une forme où on va dire à la personne, vous me dites, je n'ai plus confiance. Ouais. Une forme directe, avec 2 points, ouvrez les guillemets, et tu reprends exactement les propos de la personne. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pour moi, c'est fondamental, parce que il faut différencier 2 jeux. La personne qui dit j'ai plus confiance en personne, alors elle est dissociée. D'accord. Et en même temps, c'est le monde dans lequel elle est qui lui fait dire j'ai plus confiance en personne. Ce jeu-là, tu vois bien, c'est à la fois un jeu, celle qui parle, tu vois, mais en même temps, c'est un jeu qui vient de la dissociation. Un effet de la dissociation, c'est dire j'ai plus confiance à personne. Ok. Donc si tu reformules en disant ce que vous dites, c'est vous n'avez plus confiance en personne, c'est comme si le jeu était interprété du côté du côté que c'est vraiment ce que vous pensez. Or, si elle pense j'ai plus confiance en personne, c'est dû à l'effet du monde traumatique sur elle. Tu vois, c'est un effet de la dissociation. Tu vois bien la différence. Et donc, tu vas dire, si je reformule en disant vous avez je me trompe, et je crois que là où elle est authentique, là où elle existe en tant que sujet, c'est qu'elle dit j'ai plus confiance à personne. Or, ce que j'ai besoin, c'est que la personne perçoive que j'ai plus confiance, c'est un effet du monde traumatique. Ok. Et donc, pour qu'elle puisse avoir ça, je vais reformuler en disant ce que vous me dites, c'est j'ai plus confiance en personne. Et ce qui m'intéresse, c'est cette histoire, j'ai plus confiance en personne quand c'est qu'elle a commencé. C'est le nom de l'histoire, c'est le nom auquel tu vas donner, c'est le nom de l'histoire dominante. Et donc c'est ça que tu vas externaliser. Tu vois, c'est cette histoire-là qu'il faut externaliser, parce que c'est ça. Si tu ne la repères pas, tu es pris dans les processus identitaires en disant j'ai plus confiance à personne, tu crois que c'est un jeu qui parle du sujet. En vrai, c'est un effet du monde traumatique. Tu vois la logique qui est derrière. Et derrière ça, c'est le jeu n'est plus confiance à personne, c'est une histoire dominante dans laquelle le sujet est pris, évidemment, une histoire traumatique. Et quand cette histoire j'ai plus confiance en personne est aux manettes, l'effet direct, c'est que moi je vais dire, prisonnier, je suis dans un monde identitaire, j'ai plus confiance en personne et je crois que c'est moi qui parle. Alors c'est pas moi qui parle, c'est la dissociation qui parle à travers moi. Je sais pas, c'est assez technique. Oui, c'est très technique. Mais c'est un truc hyper important dans les processus d'externalisation en narratif. Parce que le narratif va permettre justement d'externaliser le « je n'ai plus confiance en personne », de telle manière que la personne va voir que c'est une histoire qui ne le concerne pas, et que le jeu que lui vit, c'est un autre jeu. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a 2 choses en fait. C'est que, à la limite, si tu disais, vous me dites que vous n'avez plus confiance en personne, quelque part, tu renforces le problème. Tu renforces le problème. Tu renforces l'histoire dominante et tu renforces les effets dissociatifs. C'est dingue. Hein, c'est fou, oui. Alors ça part d'une bonne intention d'établir la relation. Alors que si tu dis, vous me dites je n'ai plus confiance, c'est ça. Quelque part, elle t'externalise davantage et en même temps, la personne, quelque part, elle se sent plus comprise dans ce qu'elle vit. Tu vois, ça va avoir un effet aussi de... Oui, non, il y a une partie d'elle qui se sent bien comprise et une autre partie d'elle, il ne comprend rien. C'est ça le processus dissociatif. C'est qu'il y a une partie où elle va dire, il me comprend, il a envie de me comprendre, mais en même temps, il ne comprend rien. Je peux me permettre de poser une question?
Bien sûr. Moi, c'est tout. Vous êtes là pour ça. Et vous aussi, vous pouvez poser des questions derrière. Je peux répondre aux questions. T'en as, Pierre, des questions? Non, t'en as pas encore? Vous avez le droit de poser des questions, c'est le moment. Merci. Vas-y. Dans ce que vous dites là, ce qui me paraît intéressant, c'est qu'en fait, c'est qui parle. C'est qui parle. Qui parle quand vous dites je n'ai plus confiance. Voilà. Et donc de laisser peut-être parler. Qui parle quand dit ça. Voilà. Et donc, mais la personne va répondre dans un voilà. premier temps. Si on ne recadre pas et on n'externalise pas, elle va dire c'est moi qui parle. Oui, mais quelle partie de vous Mais il y a une partie d'elle qui sait que c'est pas elle, mais en même temps c'est elle. Ouais. Elle va dire c'est moi qui parle. Et là on est coincé. Donc c'est la même question que qui parle, mais on voudrait qu'à la question qui parle, elle soit en capacité, la personne, de répondre. Qui parle, c'est moi sous l'influence de l'histoire dominante. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Et quelles sont les conditions qui font que tu sais que tu vas pouvoir faire ce genre de reformulation? Parce que quand la personne va me dire j'ai confiance en personne, elle n'a pas confiance en moi. Parce que ce qu'elle me dit, j'ai pas confiance en vous. Et donc, j'essaie de tout faire pour que la personne, on puisse construire la confiance. Quand la personne va m'envoyer, on pourrait dire pouf, je le prends, j'ai pas confiance en vous. Ok? Et à moins que je me mette dans le rôle à la confiance en personne, et moi je fais plus partie des personnes. Je suis Dieu le Père. Tu vois. Donc, c'est l'effet. Ça arrive à des psychothérapeutes de penser ça? Oui, évidemment. C'est la position du sauveur, vous voyez bien. Et donc à ce moment-là, je vais avoir un effet sur moi dont tu parlais tout à l'heure, qui est cet effet de résonance. Il y a quelque chose ça me touche au niveau affectif. Et quand ça me touche au niveau affectif, c'est là où il faut penser à externaliser. Tu vois, tu vas externaliser, c'est l'effet de ça sur moi, c'est j'ai confiance en personne, là il y a vraiment quelque chose. Parce que s'il y en a sur moi, il y en a chez la personne. Et donc moi j'ai une incapacité sur le moment à accueillir mes ressentis sensoriels. Et la personne pareil, dans les 3 mois, on lutte contre. On a tendance à lutter contre. Vous voyez le processus. Et donc à ce moment-là, c'est le moment de dire, ce que vous dites c'est j'ai confiance en personne. Et pas vous avez confiance en personne. C'est j'ai confiance. Et ça c'est une histoire dont le nom de l'histoire est j'ai confiance en personne. C'est ça qu'on va externaliser. Quand c'est que cette histoire a commencé, comment elle est rentrée dans la vie du sujet, quels sont les effets de cette histoire, etc. C'est tu donnes une forme à l'histoire dominante. Je vais laisser Delphine. J'ai une question aussi, moi. Vas-y, Delphine. Oui, parce que ça va là ce que j'ai dit? Oui. Et ça me fait penser au processus dans lesquels on peut amener notre client quand on fait parler à l'intérieur de lui différentes parties de lui. En tout cas, moi, c'est une pratique que je fais souvent en cabinet. C'est-à-dire de faire partie, par exemple, une partie de l'enfant, et puis la femme, et puis la mère, et de faire en sorte que cette personne, elle puisse faire parler chacune de ces parties, et moi, je répète ce que la personne a dit. D'accord. Donc, c'est de pouvoir, que la personne, elle puisse, mais c'est juste pour... Je vois l'idée. Hein, que la personne puisse entendre les mots qu'une partie d'elle prononce. Que tu reprends à partir de la relation voilà. de sécurité que tu construis avec eux. Mais la personne qui est avec toi, la difficulté, pour moi, ça dépend du degré de dissociation. Si la dissociation n'est pas trop lourde, on va dire, ça peut marcher, parce que la personne est en capacité de percevoir que toi, tu es une exception par rapport au monde, à la croyance qui touche tout le monde. Elle arrive à te percevoir comme quelqu'un avec qui la relation peut être une relation humaine. La croyance générale, tous les hommes ou toutes les femmes sont des monstres, n'est pas là. Okay. Mais quand c'est vraiment dissocié, tu vois, dans les organisations, toi, ce que ça permet, quand tu vas dire l'enfant parle, tu vois, l'adulte parle, la mère parle, etc., c'est parce que la relation que tu as avec eux est une relation qui tient la route et que tu es perçu comme une personne sécure pour le sujet, qu'il est en capacité, le sujet qui travaille avec toi, de percevoir derrière les paroles de l'enfant, derrière les paroles de l'adulte, derrière les paroles de la mère, les intentions relationnelles. Et c'est parce qu'il y a une intention relationnelle qui est perçue dans la parole de chacun que ça peut faire sens et que tu peux sortir de ce monde-là. Mais si tu ne perçois pas les intentions relationnelles, tu as l'enfant qui parle, la mère qui parle, le machin, et donc tu n'as aucun partage intentionnel possible, et donc tu n'as pas possibilité de recréer l'unité du sujet. Tu vas créer davantage de dissociation, et tu vas créer davantage de dissociation. Des troubles de la personnalité multiple, comme ça s'est fait aux États-Unis.
T'as tout dit, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est comme À ça chaque qu'on fois fait. qu'il y a un trauma, il y a une personnalité qui arrive. Mais évidemment, et elles sont fabriquées par les thérapeutes. Les thérapeutes fabriquent, en travaillant avec les parties du sujet, quand la relation sécure n'est pas perçue, tu vois, ça, et là, la personne, le thérapeute devrait se rendre compte que ça ne marche pas. Et donc, faire demi-tour, tu vois, et se dire là, il y a un truc au niveau intentionnel qui n'est pas perçu. Mais c'est parce que les thérapeutes insistent Parce qu'ils sont et pris créent des eux-mêmes, théories qui rendent compte de ça. Parce qu'ils sont pris eux-mêmes dans la dimension traumatique. Nous sommes d'accord. Et qui D'ailleurs, je voulais te poser une Tu question. vois, c'est clair ce que j'ai dit Très là. bien, merci. Je trouvais que ça internalise et ça externalise pas. Voilà, C'est-à-dire que c'est identitaire, vous avez Ça- une partie de vous qui est pas bien, mais c'est comment identitaire. cette partie. Je sais pas si Alors vous que si entendez on bien quand on pose externalise, des questions ici. Ça va? Ok. Je vais. J'avais une autre question. Oui. Je t'ai entendu souvent que la pensée traumatique est causaliste et puis aussi généralisante, il me semble. C'est les deux. Hein. Tu veux bien nous en dire un peu plus? Oui. La pensée traumatique, il s'est passé quelque chose à un moment donné. Et c'est après cette expérience où la personne s'est dissociée, elle était sidérée, etc., qu'il y a plein de choses qui vont mal. C'est-à-dire que je perçois les autres comme mal intentionnés et surtout j'ai l'impression que les autres ne perçoivent jamais mes bonnes intentions quand je fais quelque chose. Et les autres, ça c'est pour la généralisation. Du coup, c'est Voilà. tous les autres. Et à partir des autres, je vais généraliser parce que je n'ai pas d'exception. Donc j'ai un phénomène de généralisation qui va se passer. Parce que les autres ne perçoivent plus, tu vois. Et moi, je n'arrive pas à rentrer en relation avec les autres aussi, parce que pour rentrer en relation avec l'autre, quelque part, il faut lâcher prise. Il faut pouvoir imaginer que l'autre, il va enrichir ma vie. Alors, comme je suis sous l'influence du monde traumatique, je ne suis pas dans le monde de la vie, je suis dans le monde de la survie. Tu vois. Et donc, la généralisation, c'est n'importe qui, puisque n'importe qui ne peut percevoir mes intentions relationnelles. Tu vois, mes intentions positives. Donc, je suis perçu par tout le monde, depuis le trauma, comme un monstre. Mais moi, ça rejoint ce qui se passe dans le trauma, c'est dans le trauma, j'ai l'impression que l'autre me détruit comme si j'étais un monstre. Vous comprenez tu vois bien le lien qui est entre ces deux aspects. Il s'est passé quelque chose, finalement, ça ne serait pas passé si la personne estimait que j'étais un être humain valable. Pour me détruire comme ça, pour m'agresser comme ça, c'est comme s'il y avait quelque chose en moi qui... Et donc après, c'est tout le monde qui veut me détruire, et Voilà. c'est la logique du bouc émissaire. T'as bien compris. Qu'on retrouve dans de la naissance à la naissance à la folie. De naissance à la folie, et qu'on reprend dans le livre de Girard, La violence et le sacré, qui est un livre majeur pour comprendre ce processus qu'on a identifié au bouc émissaire. D'accord. Et donc il y a aussi la pensée causaliste, donc il y a aussi cette idée que si je souffre, c'est qu'il y a une raison, et donc on est enfermé dans la recherche de cause. On est en recherche de cause. Voilà. Et tant qu'on ne trouve pas, on continue de chercher. Et voilà, parce qu'on est tout seul. Ouais. Donc tu cherches à sortir de ce monde dans lequel tu es seul au monde, tu es enfermé. Et comme ça a commencé, et tu t'es dit, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais dès que tu arrives de ce moment-là, la cause, tu ne peux jamais la retrouver, puisque la cause, initialement, entre guillemets, c'était ce monde traumatique dans lequel tu t'es dissocié. Tu vois, tu as un processus de sidération, donc tu ne le trouveras jamais. Parce que moi, je pense que c'est une attente que j'ai quand je vois des gens qui viennent se former à l'EMDR. Je vois souvent une attente du style, les mouvements alternatifs, ça va permettre de retrouver l'expérience traumatique originale qui fait que ça va mal aujourd'hui, un peu sur le principe de la... On ne travaille jamais sur l'expérience, Non, mais je sais bien. sur les effets. Je sais bien. Mais est-ce que tu es d'accord que cette pensée est naturelle. Elle entretient le traumatisme. Et qu'elle entretient le traumatisme? C'est une croyance, le C'est une traumatisme. croyance traumatique qui est basée sur une théorie cathartique, quoi. Comme si, C'est la théorie de la catharsis, comme auquel avait cru Freud, etc. Et c'est pour ça que ça n'avait pas marché. C'est exactement ça. Tu vois, l'idée, c'est cette notion de croyance qu'en allant vers la causalité, tu vois, en trouvant le point de départ, eh bien, en pouvant mettre de la parole dessus, on ne peut pas mettre de la parole, puisqu'on est sidéré dans le truc. C'est impossible, la parole est impossible. D'ailleurs, il le dit très bien, même Freud. Il dit, le trauma, c'est un processus dans lequel la parole est impossible. Et non seulement elle n'est pas possible, puisque on est seul au monde, il n'y a personne en face, ça n'a pas de sens, mais en même temps, on a une déconnexion au moment du trauma, de la zone de la parole et de l'intégration de la parole. Et donc, il y a un blanc de parole au niveau même physiologique.
Et donc ça a été noté dès le départ. C'est pour ça que D'accord. la théorie de la catharsis, qui est une erreur, ça aurait été que si, évidemment, il n'y avait pas eu cette déconnexion, ça avait été simplement un refoulement. C'était une confusion entre cette dimension traumatique et une dimension de refoulement. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'oubli, mais il y a Il n'y a pas un oubli secondaire. Il y a un truc qui ne s'est pas mis en place. Mais il y a une incapacité à le dire, quoi. Incapacité à le dire parce qu'il n'a même pas été intégré. Pour ça, on travaille à partir des effets de ça. Ouais. Mais le fait de croire que c'est en allant là qu'on va se libérer, ça fait partie des croyances traumatiques. Oui, on est d'accord. Ok, Et c'est normal de le penser. d'accord. Et souvent, les thérapeutes qui n'ont pas été formés en hypnose et en thérapie narrative, etc., ont tendance, tu vois, à valider ces croyances, comme s'il y a quelque chose de vrai dans ces croyances-là. Alors, c'est des croyances qui créent de la pathologie. Qui sont dysfonctionnelles. Qui renforcent le pouvoir du monde traumatique. Ouais. Et en même temps, c'est un sujet très délicat parce que c'est difficile de dire aux gens, ben non, des histoires de traumas refoulés, d'abus sexuels que vous auriez oubliés, mais qui expliqueraient tout ça, c'est vachement dur à avaler pour les gens qui sont pris dans cette dimension-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que l'expérience du sujet, pour moi, il faut valider l'expérience du sujet. Mais ce qu'on ne va pas valider, c'est la théorie qui est derrière, qui peut venir en disant la cause, c'est ça. Hein, ok. Moi, je dis toujours cet exemple. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont abusés, qui sont maltraités, il y en a un paquet, il y en a plein, on passe à côté. Et puis, à côté de ça, dès que j'ai eu des troubles de l'attachement quand je suis enfant, qui sont des troubles dans lesquels toute relation est une relation de maltraitance, automatiquement, toute personne qui rentre dans mon intimité, c'est vécu comme un abus. Donc, on voit comme il est facile, à partir d'une expérience d'abus réel, d'ensuite de rendre compte de cet abus, Comme étant un abus. dès que quelqu'un va rentrer dans mon intimité, je peux assez vite interpréter cette action comme un abus sexuel. Alors c'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a des faux souvenirs, et puis en vrai, il y a des vraies expériences d'abus qui, eux, n'ont pas de souvenirs, puisque justement, il n'y a pas la parole pour mettre en forme la scène. Donc il y a les deux, tu vois bien. Et c'est ça qui fait toute la difficulté de ce sujet-là. Donc la proposition de dire, en fait, dans le trauma, c'est les valeurs qui sont détruites, c'est les relations. Donc ce qu'on va chercher à faire revenir, c'est plutôt des bons souvenirs, des souvenirs de relations vivantes, de relations de confiance et tout. Ça a plus de sens, quoi. Ça a du sens. On va pas faire de l'MDR pour faire revenir des souvenirs traumatiques, on va faire de l'MDR pour faire revenir des souvenirs vivants. Voilà, il faut d'abord faire revenir quelque chose de vivant, et quand on va avoir quelque chose de vivant, on pourra diminuer l'effet de la suractivation sensorielle et émotionnelle que l'on a quand on a certains signaux extérieurs qui sont en lien avec le trauma. C'est exactement ça. Mais il faut... Alors, moi je reprends une métaphore qui vient du monde du narratif et qui est la notion de berge. Tu vois, toutes ces expériences de vivant dans lesquelles la relation est en place, etc., que la personne au début ne perçoit plus, tu vois, suite au trauma. Tout le travail dans la construction de la relation thérapeutique, c'est d'amener ensuite la personne à pouvoir percevoir ces mondes-là, c'est-à-dire arriver sur la berge. Et il n'y a que lorsqu'on est ensemble sur la berge qu'on peut retravailler sur que l'effet du trauma diminue de manière très très importante. Et s'il y a des restes d'effets de trauma, on peut faire des désensibilisations sur le négatif, ou au contraire des mouvements plus lents pour incarner, pour se retrouver. Ça crée la transe, hein, pour retrouver ces expériences où la relation dans le passé a été vivante et pouvoir la revoir dans l'avenir. Ok. On va garder encore un quart d'heure, peut-être ? Je veux bien, ouais. Hein, voilà, donc le but c'était de vous expliquer un peu comment notre vision de l'EMDR, des thérapies narratives, enfin de comment on s'occupe des traumas avec tout ça, mais c'est peut-être le moment des questions. Donc à vos claviers, ou alors même on peut mettre le son si vous voulez, hein, on peut vous écouter là si vous avez envie de poser des questions. Vous qui nous avez écoutés avec patience. Et intérêt, j'espère. Et intérêt, oui aussi. Hein. Ouais. Donc si vous voulez poser une question, n'hésitez pas à mettre votre caméra, votre micro et... Non, vous préférez nous écouter religieusement ? Moi j'ai une question. Oui. Merci, c'est super intéressant.
bonsoir à tous les deux. Il est pas beaucoup question dans l'approche que vous pratiquez de degré, de profondeur d'hypnose, etc. Et c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Ouais. Moi, dans ma formation, je pratique l'hypnose conversationnelle et je ne cherche pas particulièrement à, entre guillemets, atteindre tel ou tel degré de profondeur de transe. Ouais. Et j'ai du mal je vois que pour certains, c'est très intéressant. Moi, j'ai du mal à saisir dans un contexte de thérapie narrative, enfin dans ce cadre d'épistémologie, quoi, quel est l'intérêt Alors, ce que je dirais, si je pratique l'hypnose, qu'on va dire légère moyenne, je vais revivre un bon souvenir, etc. Si j'ai déjà vécu ces bons souvenirs et que je n'ai pas eu de vécu traumatique, ben je peux les revivre au présent, vous voyez. Et donc ils sont réels pour moi. Okay. Mais quand vous êtes avec des personnes qui ont des vécus traumatiques et qui ne croient plus du tout à la possibilité de ces moments de vie, si on retrouve des petits moments comme ça qui se passent bien, la personne, ça reste une représentation mentale. Elle a du mal à imaginer que c'est vraiment réel. Parce que, justement, le trauma a détruit le monde intentionnel. C'est-à-dire, la relation intentionnelle n'est plus en place. Et ce que faisait déjà Erickson au début, pourquoi Erickson faisait ce qu'il appelle l'hypnose profonde? Donc l'hypnose profonde, c'est simplement dans le processus d'induction de l'hypnose, c'est l'induction de l'hypnose, et c'est la profondeur d'hypnose qui est singulière à chaque être humain. D'accord. Ensuite, on voit les effets. Mais tout le monde n'a pas besoin de la même profondeur de transe. Ceux qui ne perçoivent pas les intentions relationnelles chez les autres, c'est eux, pour Erickson, qui ont besoin d'une, même si c'est singulier, d'une profondeur de transe qui soit importante. C'est-à-dire un apprentissage sous forme d'induction, on apprend à rentrer en transe, on apprend ensuite à faire confiance et à lâcher prise, okay, au fur et à mesure. On est là, on revient, on repart, etc. Pourquoi? Pour retrouver les expériences de la petite enfance, dans laquelle, avant le trauma, l'intention, dans le cadre de l'apprentissage, était présente. C'est-à-dire que quelqu'un m'a appris à faire du piano, quelqu'un m'a appris à jouer au foot. Ces personnes-là, quand ils me l'ont appris, j'ai perçu qu'ils avaient des intentions positives vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que même si j'étais en échec, ils continuaient à être avec moi et pas me laisser tomber en disant que je suis nul, je dégage. D'accord? Donc le travail en hypnose profonde, cette notion-là, ça veut dire la même chose qu'en hypnose, de telle manière qu'on soit en capacité de percevoir les intentions relationnelles de l'autre, qui fait que l'expérience qu'on est en train de vivre est une expérience qui est réelle et pas une représentation d'expérience. Donc tout le monde n'a pas besoin, on peut travailler avec pas mal de gens sans faire d'hypnose profonde. Tous les gens qui n'ont pas des traumas complexes, on ne va pas faire d'hypnose profonde. Mais on a besoin d'hypnose profonde quand on est sous l'influence d'une histoire dominante très forte avec des vécus traumatiques. Quand on fait du narratif, le narratif travaille sur l'intentionnalité, c'est le centre du travail en narratif. Ce qui veut dire que si je suis en capacité de déconstruire, grâce à la construction de l'histoire alternative, les effets de l'histoire dominante, je peux faire de la conversation hypnotique. Ok? Et le narratif, c'est de la conversation hypnotique, mais le fait de passer par ce partage intentionnel et de percevoir au niveau de l'affect les intentions, c'est l'équivalent de l'hypnose profonde. Mais si vous ne faites pas de narratif, il faut utiliser les techniques d'approfondissement de la transe. C'est clair ce que je dis au niveau technique? Oui, c'est dense, mais c'est clair. Enfin, et c'est clair. C'est-à-dire qu'en narratif, parfois les personnes entrent dans une relation très intense avec nous et avec, avec une perception renouvelée des intentions, en effet. Mais l'induction elle-même, comment dire, n'est pas une fin en soi, c'est ça, c'est là où j'avais... Non, c'est l'induction, elle va se faire à partir de ce que disait tout à l'heure Bertrand de manière très juste, c'est-à-dire que lorsqu'on est narratif, on a une conversation avec la personne, quand on sent que la relation est vivante, fermez les yeux, rentrez dedans. Hein, c'est-à-dire que la personne rentre dans une relation dans laquelle la vie est présente. Donc là, on peut avoir cette notion de réalité de la relation vivante et pas de la représentation, parce que la personne en direct et dans le présent le vit avec le thérapeute. Et là, il se dit, c'est vrai. Hein, avant, on a testé, machin, elle est dans le réel.
Vous comprenez? Et ce réel-là, ce n'est pas le réel de la mort. Parce que dans les traumas, le réel, c'est la mort. Oui. Et là, et une fois que je suis là, c'est là que je vais pouvoir commencer à construire une histoire alternative qui ne soit pas simplement en termes d'intensité des émotions qui montent, mais une densité émotionnelle qui a du sens. Vous comprenez? Sinon, quand ça monte trop, c'est toujours de l'action qui ne rejoint jamais l'intention. D'ailleurs, moi je trouve que la métaphore de profondeur, elle n'est pas vraiment adaptée. Eh bien oui, moi je suis bien d'accord. Moi je parle d'épaisseur plutôt de la transe. Ouais, je demandais, vous en voulez pour combien en épaisseur Ça rejoint le narratif et ce qu'on disait avec Brunner, une histoire épaisse. Ouais. Une histoire mince ou une histoire épaisse. Après on peut choisir d'autres métaphores, mais l'intensité de la transe, pourquoi la mesurer? On ne va pas faire de la plongée, quoi, ni de la spéléo. Exactement, parce qu'en plus la profondeur, ça met l'accent, je trouve, sur la compétence technique du thérapeute, alors que l'épaisseur, il y a quelque chose de tissage relationnel qui... Voilà, donc ce qu'il y a derrière, en vrai c'est un travail sur l'induction, et Erickson faisait un apprentissage d'une induction pour qu'il y ait du lâcher-prise, pour que la personne arrive à être en capacité, par la suite, à pouvoir percevoir les intentions relationnelles, tandis que dans le monde d'histoire dominante, on ne perçoit pas les intentions relationnelles. Alors les intentions relationnelles, c'est à partir de ça qu'on va créer les histoires alternatives et que la vie va revenir. Parce que l'intentionnalité, c'est la modalité de la vie affective. Le travail sur la vie affective, l'affect, et l'affect, s'il n'y a pas d'affect, les émotions n'ont plus de sens. Et les émotions ont du sens. Oui? Non, désolée, mais moi, quand une idée me vient, c'est pas comme toi, faut pas que je la lâche parce que sinon elle va partir. Et en fait, l'intensité de la relation affective, finalement, en narrative, on la rencontre en narrative et ça fait office de... Parce que moi, j'ai appris les techniques de main collée, tout ça, que je n'utilise plus du tout maintenant que je fais de la narrative. Mais en fait, ces techniques de main collée ou de main sur le visage, finalement, c'est à ça. Oui, non, mais ça, c'est... Oui, ça sert à ça. Ça sert à faire un apprentissage où la personne fait confiance au thérapeute et se rend compte que finalement, quand il me dit que ma main est collée, elle ne peut pas se lever, elle ne peut pas se lever. Et donc, c'est pour que c'est des effets que ce qu'il me dit, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Ok, mais quand tu fais du narratif, tu n'en as pas besoin. Et c'est ça. Bon, donc tout est normal. Voilà. Mais okay, c'est quand tu ne travailles pas avec le narratif, toute la question de l'intentionnalité au niveau de la vie affective. Tu vois, au niveau des valeurs. Et que tu restes dans des demi-valeurs ou des pseudo-valeurs. Toi, tu n'arrives pas à rentrer dans le monde de la vie. Cela dit, quand même, quand on fait des mouvements alternatifs en EMDR, ça a un effet d'hypnose profonde. Évidemment. Ah oui. Il y a ces allers-retours. Les gens, ils y vont. C'est comme ça qu'on fait de l'hypnose profonde. Hein. Enfin, moi, quand je fais de l'hypnose profonde formelle, c'est 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, et puis on va plus loin, et on va de plus en plus loin. Et là, avec les allers-retours en EMDR, on obtient un état où les gens, plus ils y retournent, plus ils sont dedans, plus c'est épais. Voilà, et pour moi, ce que vient de dire Bertrand avec pertinence, c'est que quand tu fais du narratif, tu as des hypnoses profondes. Les trans sont profondes. Mais c'est le degré de profondeur auquel la personne doit aller pour être en capacité de retrouver la vie, et quand elle va percevoir la vie, d'apercevoir quelque chose de réel. D'ailleurs, on le voit au corps, parfois il y a des personnes qui se mettent à pleurer d'un coup. Hein? Mais merci beaucoup. Voilà. Après, ce qui est gênant aussi dans la métaphore de profondeur, c'est que ça me rappelle un peu les métaphores d'archéologie de Freud, avec l'idée qu'on va dégager que c'est chapeau à gauche. C'est pour ça que c'est écrit au départ. Et que forcément, dans le fond, ce qu'on va trouver, c'est toujours du trauma. C'est toujours du trauma, hein, c'est du trauma sexuel, c'est de la pulsion, enfin c'est toujours des trucs. Donc c'est pas une métaphore à conserver. C'est problématique comme métaphore, et je vais reprendre la proposition de Bertrand de parler d'hypnose épaisse. Ça me paraît beaucoup plus pertinent. On a 2 questions en ligne, Pierre, s'il te plaît. Non, c'est beaucoup plus pertinent. Ça vient évidemment du monde de la métaphore de l'esprit intérieur comme un esprit profond, etc., et qu'on n'a pas été assez profond. C'est toutes ces métaphores de la profondeur. Hein. Le plus important, comme dit Wittgenstein, c'est le superficiel. Donc, quand on va dans le sujet, on le voit. Je vais d'abord poser une question, c'est Frédéric Boulanger qui demande ce qu'on appelle une induction. Ce qu'on appelle une induction. Ouais, une induction.
Qu'est-ce qu'une induction? Mais c'est à un moment donné, l'induction, c'est au lieu de voir, c'est de rentrer dans une nouvelle expérience dans laquelle je lâche prise. Et là, j'ai un truc que je vais. Voilà, c'est comment je pourrais dire. Alors, l'induction, c'est ce que le thérapeute va faire pour ramener la personne à modifier sa perception. C'est pour modifier la perception. Donc, l'induction, on va amener la personne à rentrer dans une perception où il va s'absorber dans quelque chose. Ça peut être un point, ça peut être n'importe quoi. D'accord? Et quand je suis complètement absorbé dedans, en vrai, s'arrêtent toutes les pensées automatiques. D'accord? Et donc là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir en termes d'imaginaire qui n'est pas pollué par la pensée automatique qui vient du monde traumatique. Parce qu'on ne peut pas à la fois regarder un point, par exemple, et hop, et continuer à réfléchir. Ça bloque les processus mentaux automatiques. Et donc après va s'ouvrir ce monde de la créativité et de l'imaginaire avec lequel on va travailler en hypnose. Moi, j'ai affaire à une personne devant moi qui parle beaucoup, qui passe d'une idée à l'autre, qui se pose nulle part, qui m'envahit un peu par ses pensées, par son débit de parole, etc. C'est là que je décide qu'il va y avoir de l'hypnose. Parce que je me sens mal, parce que je me sens pas bien, je me sens envahi et que j'ai envie de me sentir bien. Et que j'ai envie de me sentir bien à la fin de la séance, et que la seule solution pour me sentir bien à la fin de la séance, c'est d'amener la personne à se sentir bien. Donc quelque part, l'induction, c'est le processus qui va permettre de passer de cette pensée partant un peu confuse, un peu envahissante, à une fixation sur un endroit, on fait un arrêt sur image, on arrête de parler, on descend dans le corps, et à la fin de la séance, on peut se raccompagner et on pense qu'on trouve qu'on a passé un bon moment. Voilà. Pour moi, l'induction, c'est ce qui est entre ces deux moments-là. D'accord, merci beaucoup. Une question de Nathalie Feuillet qui voulait que vous présentiez d'autres options de formation que l'hypnose, le MDR ou le narratif. Il n'y a rien d'autre comme formation. Le permis de conduire. Pour ce qui est dans le cadre du trauma, pour moi, ce qui est fondamental, c'est ça. Il y a les mouvements alternatifs, la relation humaine, les valeurs. Alors ensuite, on peut le décliner. Ensuite, c'est des noms qu'on va donner. Mais je dirais que si on travaille avec des traumas complexes, même par exemple Hélène Delucci, qui est maintenant une des patronnes de MDR France, qui est une de celles qui pense le plus dans MDR France, quand elle travaille sur les traumas complexes, elle a introduit du centre et solution et du narratif à l'intérieur du modèle MDR. C'est indispensable. Si on veut travailler simplement sur des petits stress post-traumatique, j'ai plein de tiers sécures dans ma vie, et puis un jour j'ai été agressé par quelqu'un, ou j'ai un accident de voiture, et après j'ai peur de prendre ma voiture, etc. Travailler avec des trucs un peu techniques alors qu'on appelait de tiers sécures, et qu'on était soutenu après, ça marche. Mais ça, c'est une minorité dans les gens qui consultent en thérapie. Les gens en thérapie, on commence à... Ils sont bloqués dans des histoires, parce qu'ils sont dans des histoires dans lesquelles il y a eu des vécus de maltraitance et traumatiques, mais il y a eu aussi des vécus abandonniques majeurs. Ils sont très seuls, et leur vie n'a plus de sens. Si on ne travaille pas sur la question du sens dans les traumas, c'est compliqué, puisque le trauma va détruire la question du sens. Comme je disais, suite à une agression, un viol, il va dire non, l'amour n'existe pas. La personne en est persuadée que ça n'existe pas. Le règle de l'amour, c'est pas possible, c'est un fantasme. Oui, on a envie d'eux, mais dans le réel, ça ne peut pas exister. Ouais, je vais faire une réponse un peu plus sérieuse que celle que j'ai fait tout à l'heure, pas plus sérieuse que la tienne, Julien. Mais je dirais, nous, on propose ça, on propose MDR, hypnose, on propose narratif, ça fait un beau panel. Après, il y a d'autres gens ailleurs qui ont d'autres approches, qui croient à d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui marchent, je pense. On ne prétend pas qu'il faut faire du narratif, de MDR et de l'hypnose pour venir à bout des vécus traumatiques. Il y a certainement d'autres choses. Moi, je ne les connais pas, et si je les connaissais, j'essaierais de me renseigner pour les enseigner. Pour moi, il y a ce qui marche en dehors, qui n'est pas présenté de manière multiple, mais qui est présenté en termes de... C'est la TLMR qu'a développé Eric, qui était l'HTCMA au départ. Mais c'est... ouais. C'est en vrai, il y a un questionnement narratif, il y a un questionnement
Et il y a une pensée du mouvement qui vient de la relation, etc. Mais ce n'est pas... ce n'est pas tout ce qui est fait en dehors, en termes techniques, ce ne sont pas des approches qui sont réduites à quelque chose de technique. La technique est très importante, mais la dimension humaine, la dimension affective, la présence du thérapeute, c'est ce qui est central. Et pour rebondir par rapport à ce que tu dis, du coup, la dimension humaine, tout ça, tout ce qu'on doit épaissir, c'est vu dans la formation EMDR et techniques associées et dans les approches narratives. Et en tant que thérapeute, on a besoin quand même de techniques à un moment. C'est celle-ci qu'on va trouver dans la formation en hypnose. Alors, non, dans la formation... J'ai du mal à voir la différence entre le narratif et l'hypnose. Moi, je vais faire le narratif, hein, mais du coup... c'est dans le narratif il y a que tu fais ici, aussi, un peu des deux. Mais là, on va aller davantage dans... on va pas travailler sur les cartes, tu vois. On va simplement travailler sur comment, à partir du moment où on a déjà quelques exceptions et tout, comment on fait pour que les gens les revivent pleinement. Donc c'est un peu plus technique, du coup. Quand même. Enfin oui, il y a de la technique, c'est pas les mêmes. Ça marche. Ce sont pas les mêmes techniques, c'est pas le même contenu. Tu vois, il y a quelque chose pour épaissir le monde de la vie, en fait. Ouais. Tu rejoins la vie. Pour rejoindre la vie, tu peux partir du corps pour aller vers la relation, tu peux partir de la relation pour aller vers le... En fait, sur cette formation, je vais te dire, de façon spécifique, sur cette formation en hypnose de 6 jours qui intègre les pratiques narratives, ce qu'on va faire, c'est apprendre à travailler sur comment on se met en transe avec l'autre. Okay. Comment je fais tout ce que tu as dit tout à l'heure. Comment je fais quand je suis en séance pour m'auto-hypnotiser à partir de ce qui se passe là, et pour que de ma transe, j'amène la personne à m'accompagner. Je pars devant, tu vois, je suis guide. Je suis guide. Je suis guide, c'est ce que j'appelle l'hippopotame. L'hippopotame, c'est l'idée d'avoir tout le corps qui flotte, qui baigne dans l'eau chaude, et juste le système sensoriel à l'extérieur qui regarde ce qui se passe pour accompagner. Et je plonge dedans, quoi. Donc c'est surtout ça qu'on va apprendre à faire. Okay. Comment je fais pour moi plonger, et pour ne pas plonger tout seul, mais pour que la personne m'accompagne dans ce bain confortable, plus confortable. Ok. Donc le thérapeute doit être lui-même en transe. Ouais. C'est ça le truc. Comme en hypnose, on accompagne quelqu'un quand soi-même on est en transe. Comment ? Je voyais pas la différence entre les deux formations du coup, mais maintenant je... C'est la même chose. Hein. Oui, alors, il y en a un c'est de l'hypnose thérapeutique. Dans l'hypnose, on est dans ce processus, on accompagne quelqu'un en hypnose, donc on est avec quelqu'un, on l'accompagne, on est tous les deux en transe, et on a une histoire qui est là. Eh bien, le narratif, c'est pareil. Mais au début, l'histoire qui est là, c'est une histoire traumatique. Ok. Et ensuite, on va faire émerger, grâce à un travail sur l'intentionnalité, et en particulier des résistances au trauma, au monde du trauma, et donc se connectant aux intentions derrière la résistance, parce que cette relation est là, on va ouvrir sur une autre histoire qu'on va pouvoir partager. Mais la transe du thérapeute est centrale. Voilà. Et puis une autre façon de te répondre, c'est qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé « fais-nous un stage d'hypnose, on veut apprendre à faire de l'hypnose ». Alors ils ont appelé ça à la Bertrand. Alors j'appelais ça quand même hypnose ericksonienne parce que je ne me la pète pas encore. Mais c'est de Bertrand se la raconte. Ah, ouais, c'est ça. Mais voilà, donc les gens m'ont demandé, et je pense que les gens m'ont demandé aussi bien ceux qui avaient fait une formation narrative que ceux qui avaient fait une formation à l'EMDR. Puis en plus, on a pas mal de gens qui veulent aussi qui sont attirés par l'hypnose, quoi. Et l'idée, l'idée c'était comment faire ici, enfin là je parle de ma stratégie un peu commerciale, comment faire ici une formation d'hypnose qui se démarque par rapport à ce qui se fait ailleurs. Parce qu'il y a beaucoup de propositions actuellement et on n'avait plus à se démarquer. Tu vois, donc voilà. Donc là on propose une formation d'hypnose qui est simple, qui est rapide, qui est claire, et puis qui ouvre aussi, qui donne une ouverture pour les gens qui veulent vers le MDR, vers le narratif. Ou qui peut accompagner ceux qui ont déjà fait le MDR et le narratif. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça qui est adapté à ça, c'est fait pour de l'hypnose thérapeutique. C'est central quelque part. Il y a aussi l'idée que l'hypnose c'est central dans la thérapie. C'est que quand on arrive à faire, quand on y arrive avec les gens à être dans la transe hypnotique, quasiment c'est terminé la thérapie, quoi. Quand on arrive à avoir une transe thérapeutique confortable, moi en tant que guide je suis confortable à la fin de la séance, mais je veux dire j'ai mon boulot est fini, quoi. Les gens je sais que je vais plus les revoir,
Ils me disent au revoir avec un grand sourire, on trouve qu'on est de belles personnes, et puis voilà. C'est très important ce que tu dis sur la transe thérapeutique. C'est ça qu'on cherche. Parce que la transe, c'est un processus de créativité, la transe. Ok. On voit bien, si je vais voir un bon film, et donc en tant que spectateur, je vais être créatif, je vais avoir plein d'idées, etc. Ce film va développer ma créativité, je suis en transe, je ne vois pas le temps passer. Donc quand on parle de transe ou d'hypnose, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des phénomènes naturels qui sont des phénomènes d'hypnose ou hypnotiques, ou des phénomènes de transe dans n'importe quelle relation humaine. Mais à partir du moment où la relation est vivante, où il y a de la créativité dedans, on a ce phénomène qui s'ouvre, de l'imaginaire qui s'ouvre, de relation qui est vivante, et à ce moment-là, on va dire, c'est de l'hypnose. Vous voyez Mais le terme hypnose, c'est pas de l'hypnose, c'est qu'il y a des phénomènes hypnotiques à l'intérieur de toute relation normale, et en particulier, plus la relation devient créative. On ne crée que dans un état de transe. Un artiste qui crée sans transe, il ne crée pas, il fait que répéter, mais la création est liée à l'état de transe. Parce que l'état de transe, c'est cette capacité d'être en même temps en relation avec l'autre, avec soi-même et avec le monde. Ouais. Les trois en même temps. Ouais, de façon formelle, c'est ce que je peux faire. Enfin, je veux dire, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps avec une dame qui venait, qui a très très peu de relations sociales, et bon, qui est venue pour comprendre un peu ce qui se passait au niveau des relations. Je lui ai fait vivre. J'ai dit, voilà, on va s'installer tous les deux, puis on va être bien. On va être, moi, je vais être moi-même, je vais me sentir bien, vous aussi. Et on a vécu cette expérience d'être soi-même, d'être dans la relation, puis d'être en même temps chacun de son côté, à vivre, sentir libre d'être qui on est, sentir connecté à son corps, alors qu'on est en présence de quelqu'un. On peut même arrêter de se taire et tout va bien. Et là, les gens vivent une expérience de relation qui les ramène à la vie, quoi. Après, le but du jeu, c'est qu'ils revivent ça avec d'autres gens. Voilà, je peux être à la fois en lien et à la fois moi-même. C'est-à-dire que les autres sont là, je me sens pas envahi. Je suis bien, je suis libre, je me sens libre alors que je suis avec quelqu'un. Il y a un effet miroir? Oui, il y a un effet miroir, c'est-à-dire que je le vis moi pour que la personne le vive. Quelque part, je démontre ce qu'on peut vivre. Qu'est-ce que je peux vivre quand je suis dans une relation avec quelqu'un? Elle ne pourrait pas le faire si toi-même tu n'étais pas dans la présence. Voilà. Il faut vraiment être dans la présence. Et la présence, ça implique que je suis en face de l'autre, à côté de l'autre. Mais que l'autre, potentiellement, c'est quelqu'un qui va enrichir ma vie. Il faut que je vois l'autre, la présence de l'autre, comme positive. Et donc, par effet mimétique, l'autre peut rentrer dans cette expérience de la présence de l'autre comme positive. Alors, dans les mondes traumatiques, la présence de l'autre, c'est toujours l'agression. C'est toujours Et puis, voilà. quelque chose de dangereux. Et moi, en tant que thérapeute, je vais en baver, je vais en chier. Si je fais pas ce qu'il faut pour réussir à me sentir bien, pour réussir à vivre cette expérience où je peux moi-même être moi-même, dire ce que je pense, dire ce que je ressens, c'est très inconfortable. La personne m'entraîne dans son monde. Enfin, son histoire nous entraîne tous les deux, plutôt, disons. Voilà. C'est son histoire qui va nous entraîner là-dedans. Et donc, il faut que je sois... Et d'ailleurs, c'est là où on se sent envahi par l'histoire de l'autre. Si on est envahi par l'histoire de l'autre, c'est que l'autre n'a pas perçu notre présence. Comment ne pas interpréter? Comment ne pas interpréter? Ne pas interpréter. Mais ce qui fait qu'on interprète, on est des machines interprétées, l'être humain. Mais il y a deux types d'interprétation. Il y a l'interprétation qui va faire ressortir là où il y a la vie. On interprète à partir de la vie ou on interprète à partir de la survie du monde traumatique. Moi, je dirais, j'interprète, mais je fais de la multi-interprétation. C'est-à-dire, je dis ce qui me vient. Je parle, je suis vivant. J'ai des idées qui me viennent dans la tête, je les dis. Puis vu que je sais que ça serait plaquer mon modèle du monde, je vais essayer vite fait de trouver une autre idée à l'opposé et la dire aussi. Et puis je vais faire un troisième truc qui est de dire ou peut-être autre chose. J'appelle ça la fourchette à trois dents, c'est ce que faisait White. Hein. C'est ça. On voit ça dans les textes de White. C'est-à-dire, je ne peux pas ne pas interpréter, mais ce que je peux faire, c'est que les interprétations ne sont pas en train de dicter ce que je vais dire parce qu'elles restent à l'intérieur, mais au contraire, je les mets sur la table et j'en fais quelque chose où la personne va pouvoir se positionner par rapport à ça et dire non, vous êtes à côté de la plaque, ça me convient pas ou autre chose. C'est ça le point important, c'est que faire comme ça amène l'autre à prendre position. Et tant qu'il n'a pas pris position, il est sous le... Ça, c'est là où s'arrêtent les effets du trauma sur sa vie, c'est la prise de position. Okay. Et ça, c'est vraiment la prise de position. On avait dit 5h30, il est moins 20.
je voudrais pas que ça s'effiloche et que tout le monde parte sans se dire au revoir. Donc, on se remercie. On se remercie, voilà. On se remercie tous d'être venus. Merci beaucoup. Et puis on espère vous revoir en vrai. Merci. Hein, c'est bien desservi, Nantes, hein, vous pouvez venir. Hein. Et on est à côté du tramway. Voilà, la gare est magnifique. Et là, en plus, on est au bord de la Loire. Il y a les machines de Lille juste en face, l'éléphant qui se promène, c'est magique. À bientôt. À bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Plutôt soirée. par là.